Bonjour, mesdames et messieurs. Merci d'être aussi nombreux. Je suis le docteur Julien, voilà, ancien médecin-chef de la brigade et puis ancien conseiller technique au ministère de l'Intérieur, ancien conseiller technique aussi à la Direction générale de la santé pour, on va dire, les urgences et la catastrophe. Aujourd'hui, je suis président de la Société française de médecine de catastrophe. Et on m'a demandé d'animer la matinée pour vous, pour la transformer en quelque chose d'intéressant. Mais on va démarrer avec un peu de retard parce que les conférenciers ne sont pas tous là. Voilà. Et on peut même dire qu'ils ne sont pas là du tout. Donc on va... C'est embêtant ce Larsen. Voilà. Donc on va patienter ensemble, si vous voulez bien, jusqu'à l'arrivée au moins de monsieur le préfet, puisque celui qui démarre est un préfet qui nous vient. Il n'est pas dans la salle. Non, pas encore. Bon. Ce sujet des DPS, des grands rassemblements, est un sujet important. Et c'est un sujet, je dois vous dire, un petit peu conflictuel. Car il y a beaucoup de non-dits et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prévues et pas très très claires. Vous voyez là, ah, c'est qui? C'est la famille? C'est votre époux ou c'est... Ah, c'est votre président. Oui, il faut le saluer pour montrer que vous êtes là. Hein. Bon, qu'au moins qu'il voit que vous êtes là. Il faut prendre des notes. Et donc, il y a beaucoup de sujets sur cette organisation de la sécurisation des grands rassemblements qui ne sont pas très clairs, qui ne sont pas très nets, y compris dans ce qu'on va confier, on va dire, au service de l'État. On ne sait pas bien où ça commence, on ne sait pas bien où ça s'arrête. Voilà. Les sapeurs-pompiers et le SDIS, puisqu'ils sont représentés par le SDIS, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans les grands rassemblements? Est-ce qu'ils ont une responsabilité directe ou est-ce qu'ils ont une responsabilité à un moment où plus rien ne va? Ça dépend un peu des départements. Il y a des départements où les sapeurs-pompiers disent « mais ce qui est quotidien aussi, ça m'intéresse. Moi, il faut que je m'intéresse à ce qui se passe dans le quotidien. » Donc, d'accord, c'est les associations qui vont faire ça, mais je veux savoir comment ils le font de près et comment... Parce que, dans le fond, c'est ma responsabilité. C'est moi qui suis responsable de la sécurité du public en général. Et puis il y a d'autres qui disent « ah ben non, nous, ça ne nous intéresse pas, ça nous intéresse que s'il y a la catastrophe, si ça tourne mal, etc. » Donc je mets un petit noyau là, un petit noyau dur qui va percevoir tout de suite, si ça dérape, qu'il faut qu'on arrive en force et qu'on remette les choses en place. Entre les deux, vous voyez que c'est... On peut tout voir, on peut tout voir. C'est la même chose pour le SAMU. Même chose pour le SAMU. Il y a des grands rassemblements où le SAMU dit écoutez, débrouillez-vous, et puis il y a d'autres rassemblements où le SAMU dit non, moi je veux être là. Alors ça dépend s'il y a des VIP, ça dépend s'il y a des risques particuliers, ça dépend de la taille, etc. Tout ça n'est pas très bien défini. Tout ça n'est pas très bien défini. Le matériel qui est utilisé, c'est du matériel que doit payer celui qui organise le grand rassemblement, ou c'est du matériel qu'on met à disposition des gens qui, etc. C'est du matériel du SAMU, c'est du matériel du SDIS, c'est du matériel des associations qui payent tout ça. Bon, on ne sait pas trop. Bon, on prend dans le matériel et puis on le ramène. Oui, bon, c'est du consommateur. C'est-à-dire, tout ça n'est pas non plus très net. Et puis, il y a le grand problème de... on me demande de venir avec des véhicules, je viens avec des véhicules, et puis ces véhicules, j'ai besoin d'évacuer quelqu'un à l'hôpital, on me dit non, vous ne pouvez pas. Ah, alors pourquoi je fais venir avec des véhicules? Si je ne peux pas m'en servir pour évacuer, ce n'est pas la peine que je vienne avec des véhicules. Ah oui, mais venez quand même, parce que si jamais il y a quelque chose, etc. Donc, vous voyez qu'il y a toute une zone de pas décider, qui est très variable. Alors, bon, on peut laisser comme ça, hein, chacun s'arrange à sa manière dans son département, mais l'idée aujourd'hui, c'était d'avoir une petite réflexion sur le sujet. Pas d'avoir des solutions. On ne va pas trouver des solutions entre nous, aujourd'hui, ce matin, on ne va pas repartir. Mais essayer au moins de voir quel problème il y a en l'air et quel problème il faudrait commencer à résoudre. Voilà.
Et c'était ça l'idée de la matinée. Et puis vous donnez la parole, parce que vous savez que Socrate a dit, moi j'aime bien Socrate, parce qu'il a dit, quand on bute sur une pierre sur le chemin, c'est la pierre qui a raison, toujours. La vérité, elle vient du terrain. Elle ne vient pas des cerveaux très bien faits. La vérité, elle vient toujours du terrain. C'est là qu'on se heurte au vrai problème et c'est là qu'on perçoit l'inadaptation et la nécessité d'avancer. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on vous donne la parole et que vous vous disiez, ben voilà, moi j'ai fait des DPS, vous savez, on fait ça, et bien ils ont toujours le même problème. Les pompiers, on s'approche d'eux, ils nous disent, écoutez, non, voilà, il y a un problème d'organisation du commandement, il y a un problème d'organisation des transmissions, on ne sait pas quelle fiche remplir, à qui on s'adresse si on a un problème d'eux, etc. Bref, c'est vraiment un sujet qu'on va traiter ce matin, c'est un sujet qui n'est pas, vous savez, en termes de... dans les ministères, on dit c'est un sujet qui n'est pas mature. Voilà, c'est un sujet qui n'est pas mature. Ça veut dire que il faut encore travailler, il faut pétrir la pâte, il faut vous écouter, il faut tenir compte des expériences des uns et des autres sur le terrain, et puis essayer de faire avancer les choses. Voilà, c'est le but de la matinée. Le monsieur le préfet, alors attends, je ne sais pas son nom. Monsieur le Noble n'est toujours pas là? Monsieur le Noble ne viendra pas? Et où il est, monsieur Van der Leen? C'est vous qui démarrez, finalement. Parce que monsieur Van der Leen, il m'a dit qu'il venait sur la médicalisation et les règles pratiques. Ah non. Vous vous sentez de démarrer? Je peux toujours démarrer, ça n'y a pas de souci, mais je ne suis pas préfet, hein, donc on va rester calme. Hein. Bon. Et j'ai pas l'ambition de l'être, donc ça va. Même si j'ai une cravate, c'est cool. Parfait, donc j'attendais, moi, quelqu'un qui de toute façon ne venait pas. Ben voilà. Et j'avais quelqu'un dans la salle. Voilà. Vous allez pouvoir continuer sur la même lancée. On va essayer modestement de continuer. Vous avez un support Oui, chez ça, qui est déjà... il doit être là. Bon, voilà. Vous savez, c'est un congrès qui est un peu spécial, puisque c'est une première fois qu'il y a ce type de congrès, et donc où on réunit des professionnels, et puis, j'allais dire des amateurs, pas du tout, des bénévoles comme vous, et donc ça fait un mélange qui est un petit peu inhabituel. Et donc, il y a toujours dans les one-shots, les premiers coups, il y a toujours quelques petits... voilà. Mais tout le monde est content. Je ne sais pas si vous allez être content, mais premier jour, il y a eu près de 3000 personnes qui sont venues. Le deuxième jour, près de 4000. Hier, il y avait beaucoup de monde. Aujourd'hui, il y en a qui sont venus hier. Levez la main, ceux qui sont venus hier. Ah oui, vous venez tous les jours en plus. Vous avez pris un abonnement. Waouh, super, voilà. Bon. Alors, je vous donne la parole. Ok, bon, c'est bien. Bonjour à tous. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à m'adresser à des amateurs, comme vient de le dire, parce que moi, je suis même amateur. Hein, je vais vous dire, en gestion de crise, tout ça, il faut rester amateur. Ça nous permet d'avoir une bonne vision des choses. Le professionnalisme a ses limites. Donc, ce matin, je vais faire l'intro, alors c'est impeccable. Donc, qui suis-je? Je suis un conseiller de santé auprès d'un préfet de zone et d'un DG d'une agence régionale de zone. Ça vous parle? Ok, mal barré. Une ARS, c'est une agence régionale de santé, ça vous savez. Bon, alors il y a des petites ARS et puis il y a des ARS qui ont la responsabilité d'agréger plusieurs autres ARS qui s'appellent donc des ARS de zone. Alors je vous rassure, c'est 5 personnes, hein, donc ça va, hein, c'est pas monstrueux. Et notre travail d'ARS de zone, c'est justement de mutualiser avec les autres ARS tout ce qui relève de la gestion de crise. Et tout ça pour que le préfet de zone puisse avoir les moyens pour travailler.
Et dans ces moyens, bien évidemment, il y a tout ce qui relève un peu de la thématique d'aujourd'hui, les transports sanitaires. Alors j'ai bien apprécié l'introduction du général, car effectivement, c'est un peu une zone grise. Alors je vais vous proposer Avant de commencer, les grands rassemblements, il y a plusieurs types de grands rassemblements. Ça m'ennuie. Il y a les grands, on peut les traiter en fonction de la nature, j'allais dire, de la nature de ce grand rassemblement et de l'ampleur. Nature, c'est quoi? Vous avez par exemple un G8, c'est un grand rassemblement de personnes politiques, 20 chefs d'État. Vous avez ce qu'on vient de faire en Bretagne, le 70e anniversaire du débarquement, nos anciens qui reviennent. C'est une organisation, je vous montrerai un slide tout à l'heure, qui est très très importante. Ok. Mais ça, je dirais, ça reste encore de l'institutionnel. C'est calé, même si on fait appel, bien évidemment, à vous. Hein. Après, vous avez un deuxième type de grand rassemblement, je dirais, c'est le grand rassemblement commercial. La route du Rhum qu'on vient de faire, à Saint-Malo. Bon, c'est assez simple et assez compliqué. C'est-à-dire qu'on a un organisateur qui est là pour faire du commercial, hein, qui génère une concentration humaine très très importante dans un laps de temps réduit et qui pose une problématique au maire ou au préfet, voire les deux, au regard du triptyque qui balise leur responsabilité, qui est la salubrité, la tranquillité et la sécurité. La base réglementaire du droit d'un maire ou d'un préfet pour pouvoir faire une action de police, notamment sanitaire. Donc ça, je dirais, on peut encore y arriver. Pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un en face qui a une organisation commerciale et à qui on pourra solliciter des remboursements pour la mise en œuvre des moyens. Enfin, on pourra discuter. Après, il y a un troisième type de grand rassemblement. C'est un peu... Alors ça se fait moins maintenant, c'est moins tendance, mais c'est les rave parties, par exemple. Hein. Donc ça, c'est le truc complètement open bar, hein, qui arrive au déboulé 3 jours avant, et là tout le monde est pris de court, on a besoin de vous, les pompiers d'un côté, évidemment l'hôpital derrière, compte tenu de l'état dans lequel vont arriver les clients, etc. etc. Ça, on avait une bonne expérience en Bretagne il y a une dizaine d'années, parce qu'on était, semble-t-il, le cœur des grands rassemblements, et pas les fesnos, hein, les vrais raves, hein, avec tout ce qui va bien. Et ça s'est un peu tassé. Alors là, il y a une vraie problématique de quelle est la responsabilité de l'État, quelle est la responsabilité du secouriste, quelle est la responsabilité du maire, dans un truc qui est complètement freelance au niveau du droit. Ça a posé problème. Et d'ailleurs, ça a tellement posé de problème que le ministère de l'Intérieur a fait une instruction qui relève de la prise en charge de ce type de grand rassemblement, j'allais dire, hors normes réglementaires. D'accord ? Alors ça, c'est la nature de ces grands rassemblements. Donc vous voyez, en fonction d'un truc, j'allais dire, national, international, cadré, posé, où il y a tous les institutionnels de l'État qui viennent, un truc qui est plus à tendance commerciale, mais qui est quand même... où on peut discuter. Je vous en raconterai une petite quand même sur la route du Rhum. Et puis sur le truc qui est en freelance, où là, visiblement, il y a du mou en face et on ne sait pas quoi faire. Ceci dit, vous, nous, la question est toujours posée. Il va y avoir des gens... Alors, pas pour le 70e anniversaire en état d'ébriété quand même, non. Mais il va y avoir des gens qui, compte tenu de leur âge, vont nous poser problème. Il va y avoir, pour la route du Rhum, des gens qui vont faire la fête aussi, hein, et voire des gens qui vont tomber dans les écluses parce que les autres les poussent parce qu'ils veulent voir les bateaux, ce que je vous dis est vrai. Voir le pied broyé sur une écluse parce qu'il ne voulait pas sortir, parce qu'il voulait voir le bateau qui passe, mais l'écluse, elle s'ouvre pendant ce temps-là, et son pied est resté dedans. Et puis après, les rêves parties, c'est plus compliqué parce que là, on est sur de la dope, on est sur des sons, des traumatismes qui sont quand même médicalement plus lourds à gérer. Hein. Voilà. Alors ça, c'est la nature. Et puis il y a l'ampleur. L'ampleur, ça peut être un phénomène international, le 70e anniversaire du débarquement, régionalo-national, la route du Rhum. Ça a quand même attiré pas mal de Parisiens. Hein. Maintenant que le TGV va à Saint-Malo. Et puis, je dirais, local. Ah, local. Oui, on prépare, par exemple, on subit le carnaval des étudiants de Caen. Alors, n'y allez pas, les jeunes, hein, il y a assez de monde, c'est bon.
Alors ça, c'est un grand truc à Caen, ça. C'est presque maintenant national. Vous avez 20 000 étudiants qui arrivent faire le carnaval. On a tous été étudiants, hein. Et ça, normalement, c'est dans la ville de Caen. Donc ça devrait être de la responsabilité du maire, après tout. Bah, à l'heure où je parle, ça reste entre nous, hein. Bah, alors, le recteur de l'académie lui dit, bon, tout ce qui se passe à la fac, c'est chez moi, je gère, ok. Le maire, il dit, bah, tout ce qui se passe sur le stade, là, c'est moi, ok. Mais tout ce qui se passe entre et le soir, ah bah là, zone grise, hein. Bah là, c'est pompiers, bah, le maire se retourne vers le préfet ben, vers ses outils, ce dont il dispose, c'est-à-dire le SDIS, et puis la santé, comme d'hab, et les secouristes aussi. Donc là, vous voyez, tout ça, effectivement, n'est pas calé. Donc ce matin, moi, je vais plutôt vous faire un peu l'état de l'art, ce que je comprends, et on a, dans la santé, depuis 4 ans, bien travaillé sur la planification sanitaire, et notamment sur un concept qui est assez nouveau, qui s'appelle la gestion, non pas des crises, la sémantique est importante, pas des crises sanitaires, la gestion des situations sanitaires exceptionnelles. Alors pourquoi on ne dit pas crise? Parce que pour nous, crise, alors il y a trois possibilités d'analyser le terme crise. En grec, krilon, c'est collapsus, docteur, c'est ça, hein, c'est-à-dire c'est la rupture. On privilégie les organes nobles, ok. En latin, crisis, c'est plutôt rupture, mais au sens rupture amoureuse, quoi, hein. On va essayer de la gérer, comme si on gérait une rupture. Les Chinois sont plus malins. Les Chinois, ils ont 2 idéogrammes. Et ces 2 idéogrammes, l'un c'est rupture, et l'autre c'est opportunité. Ça, c'est assez malin, ça. Parce qu'on peut être en rupture, mais il faut penser le coup d'après. Rupture, opportunité. Donc nous, on ne parle pas de crise, parce que pour nous, la crise, on l'a subie. Quand il y a une crise qui arrive, on est, pardonnez l'expression, un peu à la ramasse, on est derrière, on essaye de ramer pour revenir la tête hors de l'eau, quoi, hein. Donc nous, on est plutôt sur le concept de dire on va gérer une situation sanitaire exceptionnelle. Parce que ça ne nous échappe pas. Ça, on est en qualité on essaye modestement de dire on va pouvoir conduire les actions. Peut-être qu'on arrivera en crise, parce que le plan n'est pas bon, achat et nain, parce que ou mal pensé. Parce que la vague est trop haute aussi, hein. On peut avoir très bien préparé des plans, et puis ben, vous avez l'effet de tsunami, et puis ben, c'est trop haut. Mais quand bien même on aura préparé, je pense qu'on saura mieux gérer. Donc, vous voyez, différence de concept entre situation sanitaire exceptionnelle et crise sanitaire. Voilà. Donc ça, c'était un peu le propos introductif. Donc on va voir un peu, alors j'essaye de passer... Alors voilà, alors ça c'est Sopo à 9h30, hein, tant pis. C'est un peu ce que j'ai retrouvé dans la littérature. Alors vous voyez, en premier, on a le référentiel relatif à l'organisation du secours. Ça, c'est classique, c'est connu. Ça a fait l'objet, d'ailleurs, cette année, d'un retour d'expérience. Hein. Enfin, en 2014. Oh, il y a quelque chose qu'il faut modifier, mais ça marche plutôt bien. À l'époque, quand c'est sorti, c'était ça ne marchera jamais, c'est une révolution. Vous voyez comme quoi aussi, ces choses-là, ça pèse. Hein. Alors après, vous avez un truc que vous connaissez, qui est extrêmement important et qui est réglementaire. C'est le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires. Ça, c'est verrouillé chaque année par le préfet. Et c'est dans ce dispositif régalien qu'on retrouve tous les transports sanitaires. D'accord? Privés, publics et bénévoles s'il y en a. OK? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système, il fonctionne au quotidien. Mais on ne l'a pas intégré pour en faire du prudentiel. C'est-à-dire, il y a un grand rassemblement qui arrive. Ben moi, quand j'ouvre le document Codamups TS, ça ne me dit pas ce qu'il faut que je fasse pour le grand rassemblement. Vous voyez, c'est ça ma limite. Et ça, on va essayer de le corriger sur un nouveau dispositif qui arrive. Après, ben, comme je vous disais, le ministère de l'Intérieur, avec les RAF parties, il nous a fait un mémento pratique relative à la prise en charge des frais des opérations de secours et grands rassemblements de personnes. Ça, c'est intéressant pour vous, parce que c'est là où vous vous faites rembourser le jour où vous allez être activé de façon bénévole pour un grand rassemblement. Moi, je pense que rien n'est bénévole. Dès lors, comme l'a dit le général, que vous déplacez un véhicule, que vous consommez du matériel, tout ça sont des actions qu'il faut un minimum rembourser. Hein, ça suffit. Hein. Le décret, alors ça c'est assez récent, c'est bien ce fameux décret
qui précise maintenant l'organisation sanitaire pour les situations sanitaires exceptionnelles. Et enfin, vous voyez, dans l'architecture du temps, c'est très récent, hein. Dans l'administration, c'est hier, c'est maintenant. Et enfin, cette fameuse instruction qui vient de sortir en 2014 et qui nous demande de préparer toute l'organisation du soin pour les situations sanitaires exceptionnelles. Petit tableau, alors ça c'est la vie courante, vous voyez, l'offre de soins, la demande de soins. Le SROS, c'est le schéma régional d'organisation des soins, d'accord? C'est la pierre philosophale du plan régional de santé, de l'ARS. Chaque ARS a un plan régional de santé qui est fait pour les 5 ans qui viennent et qui définit la politique sanitaire d'une région, d'accord? Ça dure 5 ans. Dans ce PRSP, vous avez un schéma régional d'organisation des soins. Et c'est là-dedans que sont intégrés tout ce dont on peut parler aujourd'hui. Donc là, tout va bien. Pas de chance, arrive un grand rassemblement. Donc on a des besoins spécifiques. Enfin, là, c'est facile, hein, parce que le grand rassemblement, il est prévisionnel. On sait qu'il va se dérouler, on connaît à peu près la nature du volume, on connaît les zones de risque, on connaît la population qui vient, différente entre une rave party que le 70e anniversaire. Donc je vais dire, ce n'est pas très compliqué, si ce n'est que ça prend du temps. Donc on est encore bien bordé. Ça peut être ça, un incident, un TGV qui rencontre un car scolaire. Et là, c'est tout de suite. Là, on est dans une urgence qui est complètement différente. Donc aujourd'hui, je recale bien, on est bien dans le grand rassemblement, on a le temps. Pour ça, eh bien, ça vous le connaissez, hein, c'est le schéma du plan Novi, hein, donc d'accord, on a le chantier, je dirais que ça c'est l'affaire des pompiers, des secouristes, hein, d'accord, tout ça extrait les gens, et puis derrière, ben, on a le plot santé, qui est de notre responsabilité, nous, le ministère de la Santé, c'est-à-dire le fameux poste médical avancé, qui va trier les urgences absolues des urgences relatives. En fait, le PMA, c'est du tri et c'est de la régulation. Le DSM, directeur des secours médicaux, lui, il fait déjà de la régulation pour le SAMU. Car la petite noria, c'est simple. La petite noria, c'est on prend les gens sur le chantier, c'est ceux auxquels vous pratiquez d'ailleurs, et on les évacue devant le PMA. Après, on médicalise. Donc les moyens de transport ne seront peut-être pas les mêmes. Les moyens de transport seront peut-être des SMUR, si ce sont des urgences absolues. Ça peut être des VSAB lambda, si c'est des urgences relatives, j'en sais rien. Mais tout ça se décide au PMA avec le DSM. D'accord? Ça bon? Je dis pas de bêtises? Et l'intérêt, c'est de récompenser cette assiette. Et cette assiette, on va la récompenser avec une adaptation du système sanitaire. Et c'est ce nouveau schéma qui s'appelle ORSAN. Alors, tout de suite, quand j'ai dit ça à l'École nationale supérieure des sapeurs-pompiers, ouais, la santé va faire un Orsec. Non, vous n'avez pas compris là, non. Alors le mot est mal choisi, désolé. Nous, on n'est pas dans l'Orsec, on nourrit le dispositif Orsec. On parle bien d'une organisation sanitaire en région et en zone, d'accord, dédiée aux situations sanitaires exceptionnelles. Le schéma ORSAN, donc ça sert à planifier l'organisation de la réponse. Donc c'est là où on a tout intérêt à travailler avec vous sur le comment il faudrait faire si... Exemple, le plan NRC qui vient d'arriver là, il est tout chaud. Il est tout chaud, c'est le plan nucléaire radiologique chimique, mais surtout NR. En fait, c'est la conséquence de Fukushima. On est en train de dire en France, peut-être qu'un jour une centrale pourrait fuir. Pas possible, c'est impossible en France. Au Japon peut-être, mais chez nous non. Mais on y pense quand même. Comment on fait pour évacuer? Comment on va faire, nous, santé, pour évacuer un établissement de santé? Il va nous en falloir des camionnettes. C'est là où on va commencer à réfléchir avec vous. C'est là où on ne va pas faire, je pense, la fine bouche devant votre véhicule à 4 roues en disant « Ah oui, mais il manque peut-être le petit truc à gauche ou à droite. » Là, on aura besoin de vous. Tout ça va se mettre en place cette année. Il est sorti le 30 décembre, comme d'hab, 2014, et on a 1 an pour le planifier. Ça va s'inscrire. Donc vous voyez, dispensation des soins en libéral,
phase préhospitalière, établissement de santé. D'accord? Donc ce schéma, il participe et il s'inscrit dans le dispositif Orsec. Alors ce schéma, il a 5 plots. Il a un plot qui vous intéresse en prime abord, c'est le premier. Alors c'est des sigles AMAVI. Oh là là. Accueil massif de victimes non contaminées. Donc ça, on aura besoin de vous là. Et c'est en fait ce qui va arriver derrière un plan Novi. Les 2 schémas que je vous ai présentés avant. Il est illusoire aujourd'hui de penser que, hormis si vous êtes dans un département où il y a un CHU, c'est-à-dire quand même des plateaux techniques conséquents, il est illusoire de penser que si vous avez un plan Novi dans votre département, on puisse traiter l'ensemble des victimes dans ce département. C'est fini ça. C'était déjà tendu il y a quelques années, aujourd'hui c'est fini. 20 blessés, c'est déjà un problème régional. 50 blessés, c'est un problème zonal. Si vous avez des brûlés, c'est un problème national, voire international. D'accord? Donc tout ça suppose que derrière le chantier, qui est piloté par le DOS, le directeur des opérations de secours, c'est-à-dire le préfet pilote le chantier, là où il y a la catastrophe. Il est accompagné d'un COP et d'un COS. Le COP, c'est l'opération de police, j'en parle pas, mais le COS, c'est généralement le colonel du SDIS, commandant des opérations de secours. Lui, il a une nature de crise à gérer, il va la gérer, et derrière, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va se retourner vers l'ARS, vers l'Orsan AMAVI. Et l'ARS, derrière, elle devra mettre en œuvre les moyens pour permettre à la Grande Noria de réellement évacuer les blessés là où ils doivent être pris en compte. Et je le répète, ils ne seront pas forcément pris en compte dans votre département, loin s'en faut. Alors tout ça renvoie, vous voyez, à des... Alors, Orsan et Pivac, ça c'est les vaccinations exceptionnelles, méningite B14, Haute-Normandie, etc. Malheureusement, on constate, et ça va être un fait qui va être de plus en plus d'actualité, car la mauvaise ou la bonne gestion, je pèse mes mots, de la grippe, la pandémie grippale, a fait que les Français ne se vaccinent plus. Nous avons depuis 2010 un taux de vaccination qui est inquiétant et qui fait qu'on a maintenant des épidémies de rougeole, qui est bien plus grave pour des enfants que la H1N1, fait qu'on a de la tuberculose, etc., etc. Donc là, on a un vrai souci de santé publique. Et donc, on va créer ce module EPIVAC pour avoir une vraie assise de prise en compte de ces catastrophes qu'on croyait terminées et qui reviennent. La rougeole aussi, très bien. L'Orsan Clim, c'est plus simple, c'est grand froid et canicule. D'accord? Alors ça, c'est régional. Chaque ARS devra nous le faire. Et puis, il y a un plot qu'on ne sait pas faire au niveau régional et encore moins au niveau départemental. C'est le plot bio. Alors, c'est pas je mange bio, on est d'accord, c'est biologique. Et c'est NRC, c'est nucléaire, radiologique, chimique. La prise en charge de patients à ce niveau-là est extrêmement compliquée. Sur le bio, actuellement, on fait de l'Orsan bio sans que le plan soit écrit. Avec quoi, d'après vous? Qu'est-ce qu'on traite en ce moment dans l'Orsan bio? Ebola, ça vous parle? Eh bien voilà. Eh bien, Ebola, en France, vous avez entendu parler, il y a 12 établissements qui sont en qualité de prendre en charge Ebola. Eh bien, les 12 établissements qui sont en qualité de prendre en charge les patients Ebola, ce sont les établissements de santé de référence des zones. Chaque zone a un établissement de santé de référence. D'accord? Et pour la zone ouest, on a la chance, on en a 2, c'est Rennes et Rouen. C'est-à-dire s'il y a sur la zone ouest qui représente 5 régions, Pays-de-Loire, Bretagne, Centre, les 2 Normandies, 20 départements, s'il y a un cas Ebola qui arrive, il ira soit à Rennes, soit à Rouen. Mais il ne sera jamais traité en local, car les moyens nécessaires pour la prise en charge d'un patient Ebola sont énormes. Énormes. Et ça suppose des contraintes de sécurisation médicale que seuls quelques établissements sont en capacité de prendre en charge au regard des coûts, tout simplement. Tout le monde n'a pas des chambres à pression négative, tout le monde n'a pas forcément des laboratoires L3 spécialisés pour être en capacité de diagnostiquer, etc. Donc ça, c'est l'Orsan Bio.
Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir de ce schéma d'organisation sanitaire en département et en région, c'est que ça va innerver, nourrir deux plans supports. Et c'est là où vous allez vous y retrouver. Ces deux plans, c'est le plan zonal de mobilisation des ressources sanitaires. En gros, le préfet de zone a à sa disposition tous les moyens sanitaires d'une zone de défense. D'accord? C'est simple. Et le plan blanc élargi qui est vers le bas, c'est le fameux plan départemental du préfet de département, qui réquisitionne tous ces moyens aussi. D'accord? Alors, où sont les transports sanitaires dans cette maquette? Alors, le schéma Orsan, ça ne se limite pas à un simple recensement des moyens, mais ça propose une organisation de soins basée sur le SROS à partir, et ça c'est assez nouveau, c'est très militaire, d'effets à obtenir définis par le préfet. Ça, c'est déjà une révolution, hein. Et ça nourrit les deux plans que je viens de vous citer. Enfin, le plan zonal recense les moyens, la cohérence, sollicitation. Ok, je passe. Ce qui est important, c'est ces plots-là. Vous voyez? C'est ça, un plan zonal. C'est comment je mobilise les stocks stratégiques de l'État sur les antidotes, les antibiotiques. Comment je fais appel à la réserve sanitaire qui monte et qui est du coup très valorisée avec Ebola. J'ai été surpris, moi, de la possibilité qu'on puisse demander à des personnels hospitaliers pendant 6 semaines de faire un... 6 semaines, c'est long, hein, dans un hôpital. Hein. Je le dis parce que j'ai été missionné à l'époque pour le chikungunya à La Réunion, et étant à La Réunion, j'avais du mal à faire venir plus de 3 semaines des équipes. Aujourd'hui, 6 semaines, c'est acquis. Bravo. L'offre de soins, bah, c'est là où on va se retrouver, les moyens tactiques zonaux et le plan de formation pluriannuel. Une seule fiche, si je prends par exemple... Est-ce que vous connaissez un poste sanitaire mobile de premier niveau? Vous avez vu ça sur les postes, sur les catastrophes, non? C'est derrière le SAMU, c'est une quinzaine de caisses qui sont normées partout en France. Chaque SAMU dispose d'un PSM1, poste secours mobile numéro 1. D'accord? 25 blessés graves, ça peut prendre en charge. Cette fiche, elle est importante parce que dedans, maintenant, et ça c'est une nouveauté, on va inclure le prudentiel. Alors le schéma, c'est pas intéressant, ce sera dans le support, mais c'est simplement pour vous dire qu'on a fait un pas en avant. C'est-à-dire qu'on a dit, oulala, on est en train de dire, si demain on a une catastrophe, le TGV avec le bus scolaire, voilà comment on fait. Ça, on n'est pas trop inquiet là-dessus, les SAMU savent faire. Maintenant, on est en train de dire, dans la même fiche, ça serait peut-être intéressant qu'on réfléchisse et qu'on se pose la question, mais s'il y avait un grand rassemblement demain, on a le temps. Comment on fait? Quels sont les éléments qu'on se donne? À partir du moment où dans les fiches, les 40 fiches du plan zonal, il y aura cette référence au prudentiel, le plan zonal est signé par le préfet de zone, donc sera valeur de loi. Et là, on pourra après appliquer et on aura des normes. D'accord? Ça, c'est en train de se faire en ce moment. On a 2 ans pour le faire. Donc, je vous parle de quelque chose qui se crée en ce moment. Hein. Bon, ça, c'est dommage que ça soit dans ce sens-là. C'est simplement le 70e anniversaire. C'est des moyens considérables. Si on parle d'argent, c'est, je peux le dire, à peu près 850 000 euros qu'on n'a toujours pas réglés. Hein. Voilà. C'est 17 SMUR qu'on nous a demandé de mettre en place à l'instant T0, comme si on avait des SMUR dans les poches, nous qui ne faisions rien. Il a fallu les chercher assez loin, sur les temps de repos. C'est, pour mémoire, 500 élèves infirmiers et infirmières qui ont été mobilisés hein, pour accompagner nos vétérans, etc. etc. Les gens n'ont pas... ça ne se voit pas à la télé, hein, on est d'accord. Hein. Ça a été bien vu, bien fait, mais derrière, ça suppose quand même une mise en tension des hôpitaux, une mise en tension des équipes de soins. Moi, je parle de l'aide médicale urgente, je ne parle pas du prompt secours et du secours à personne. Mais pour autant, les pompiers y ont pensé pour nous. Mais il faudrait maintenant, et c'est l'objet, qu'on imagine ça. Mais on n'a pas les textes. Hein. On n'a pas, hormis le Codamups TS, qui mobilise les transports sanitaires, je n'ai pas, moi, de référentiel aujourd'hui en qualité de dire j'ai besoin de la Croix-Rouge, j'ai besoin de l'Ordre de Malte, machin, comment on fait? Ça, c'est... On a pris en compte que ça existait. Et dans l'Orsan, à ma vie, il faudra qu'on l'affine de façon beaucoup plus proche. Hein.
le soutien sanitaire doit faire l'objet d'une bonne complémentarité entre le prompt secours et l'aide médicale urgente. La médicalisation est organisée en conséquence des effets à obtenir par l'autorité préfectorale. Et enfin, le financement de ces dispositifs prudentiels sanitaires font l'objet d'un arbitrage. Enfin, font l'objet. Des fois, il n'y a pas d'arbitrage du tout et on nous dit, vous vous débrouillerez. Hein. Voilà, je pense que j'en ai terminé. Ça a été pour déblayer un peu le terrain. Hein. Je ne m'attendais pas à passer si tôt. Si vous avez des questions, hein, dans la mesure de mes modestes connaissances, je répondrai.